Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Maison du développement durable en virtuel pour cette conférence sur le golfe Saint-Laurent, tendances et variabilité climatique avec Peter Galbraith. Bonjour Peter. Bonjour. Ça va bien? Oui, très content d'être Excellent. ici. Merci de l'invitation. Bien, un grand plaisir de t'avoir avec nous. Donc, je vais te présenter brièvement pour donner la chance à nos auditeurs de savoir un petit peu ton parcours, d'où tu viens, pourquoi tu viens nous parler de tout ça. Donc, tu es chercheur en océanographie physique pour Pêche et Océan Canada. Tu es aussi membre du regroupement stratégique Québec-Océan et tu étudies essentiellement donc, le climat du golfe Saint-Laurent, les différentes couches comme tu vas nous parler aujourd'hui. Et tu présides le programme de monitorage de la zone atlantique. J'ai aussi lu que tu publies annuellement sur l'état du golfe Saint-Laurent pour parler de ses conditions océanographiques, physiques. Et tu fais partie donc du programme de monitorage du ministère et tu publies un relevé annuel, ou en tout cas, tu contribues à un relevé annuel héliporté de la température et de la salinité hivernale du golfe Saint-Laurent. Pour moi, ce sont des termes assez spécifiques. Je suis vraiment curieuse d'en savoir plus sur ça et de mieux comprendre cet univers-là et comment ça nous permet de voir comment ces variabilités-là font partie du changement climatique et comment ça s'influence les uns les autres. Alors, merci déjà à Hydro-Québec, notre partenaire principal de programmation. Je ne l'avais pas nommé encore, et la Ville de Montréal également qui soutient nos activités. Et sans plus tarder, donc, je te cède la parole, Peter. Bonne conférence. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je vais partager mon écran ici. Puis, j'ai mon petit pointeur laser qui fonctionne. Alors, bonjour tout le monde. Donc, les tendances et variabilités climatiques de la température des 3 couches d'eau du golfe Saint-Laurent, parce que oui, le golfe Saint-Laurent, ce n'est pas juste une grosse flaque d'eau. Ça a des couches parce que ça a une grande profondeur. Alors, je vais changer de page. Puis, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu, premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi ces fameuses couches-là, d'où ils viennent, puis ensuite, on va regarder comment ils varient dans le temps en termes de leur température, comment c'est relié à la température de l'air, puis ça va nous aider non seulement à comprendre le passé, mais s'en servir comme la clé du futur. Si on comprend comment que la température de l'eau dans toutes ces couches est reliée à l'atmosphère, on peut mieux comprendre qu'est-ce qui s'en vient avec les changements climatiques pour le golfe Saint-Laurent. Donc, ici, j'ai une carte du golfe Saint-Laurent, carte bathymétrique. Donc, de plus en plus foncée, c'est des eaux de plus en plus profondes. Donc, ce n'est pas une épaisseur, le golfe Saint-Laurent, c'est un grand plateau malinien ici qui est moins profond que 100 mètres, mais qui est traversé par un chenal profond qui s'appelle le chenal laurentien, qui va du Italie continentale, qui traverse le golfe, qui termine subitement à Tadoussac. Ça a des implications sur la circulation des eaux. Il y a des chenaux ici, le chenal Esquimalt, le chenal Anticosti, qui sont un petit peu moins profonds, autour de 250 mètres. Mais les autres aussi, ils vont être, à cause de cette profondeur-là, ils vont être très sensibles au changement climatique. Vous allez voir un petit peu plus tard. Donc, une superficie d'à peu près 1/4 million de kilomètres carrés, un volume d'à peu près 33 000 km3 d'eau. Puis, séparés en 3 couches. C'est-à-dire qu'ici, je montre une figure où habituellement en science, on a une variable en fonction d'un axe des X. Puis en océanographie, on a tendance à mettre ça à l'envers. Alors, ça prend un petit peu d'habitude d'avoir ces figures-là parce qu'on a la profondeur. Alors, au lieu de tracer la profondeur sur l'axe des X, on le trace sur l'axe des Y. Puis on peut visualiser donc qu'est-ce qu'on trace en fonction de la profondeur plus aisément. Là. Ici, c'est la température de l'eau selon la saison. Donc, j'ai une courbe ici en noir foncé qui est la température moyenne pour le mois d'août dans le golfe Saint-Laurent. Pensez que c'est une moyenne sur tout le golfe pendant une climatologie de genre 30 ans. Puis, on a d'autres courbes pour d'autres saisons. Donc, vous allez voir qu'à la surface, à 0 mètre, ici, il y a énormément de variabilité. Ça va jusqu'à 15 degrés Celsius en été. Puis ça va sous 0 en hiver parce que de l'eau salée, ça ne gèle pas à 0, ça gèle à peu près -1,7, -1,8 selon la salinité.
Donc, on va avoir toute cette famille de courbes-là pour la surface. En hiver, on va refroidir cette eau-là au point, très près du point de congélation. Puis, ça va laisser, je vais revenir là-dessus tout à l'heure avec des meilleures explications, une meilleure démonstration, mais ça va laisser derrière, en été, ce qu'on appelle une couche intermédiaire froide. C'est le froid qui est né, qui nous reste de l'hiver d'avant. Puis en dessous de tout ça, en dessous d'à peu près 150 mètres, l'eau ne sent plus les saisons. Alors, c'est une couche qui nous vient de l'océan, mais cette figure-là vous montre une ligne qui ne change pas, mais en fait, elle va changer selon les années, selon les eaux qui vont être suctionnées à l'intérieur du golfe de l'océan. Alors, les données nous viennent principalement du programme de monitorage de la zone atlantique, un programme que je préside, qui est un programme zonal de pêche océan où 4 régions de pêche océan, soit Québec, Sud du Golfe, les Maritimes et Terre-Neuve, vont utiliser les mêmes méthodes pour échantillonner l'océan plusieurs fois par année. Donc, habituellement, on va se promener en navire. Ici, c'est le Hudson qui vient juste d'être décommissionné après 58-59 ans de service, où on va mettre ce qu'on appelle une rosette à l'eau pour... c'est des bouteilles qui sont ouvertes aux extrémités, comme on voit sur ces deux ici, puis qu'on va descendre la rosette à une certaine profondeur et on va fermer les bouteilles pour emprisonner un échantillon d'eau. Puis en dessous de ça, on va voir un instrument électronique qu'on appelle un CTD qui va mesurer la conductivité électrique de l'eau pour avoir la salinité, la température et la profondeur. Puis à ça s'ajoutent toutes sortes de senseurs électroniques qu'on peut mesurer pour avoir ces paramètres-là en temps réel quand on descend la rosette à l'eau. Alors pour la région du Québec, bien, c'est 4 relevés par année qu'on fait dans en fait 5, qu'on fait à 4 saisons, 4 moments de l'année. Donc, en hiver, moi, je fais le tour du Golfe en hélicoptère où je vais mettre une sonde dans l'eau jusqu'à 200 mètres de profondeur. Puis ça, c'est le trajet que j'ai fait en 2001. Ensuite de ça, on a un relevé de juin, puis un relevé d'automne qui sont vraiment liés au programme de monitorage de zone atlantique. Puis au mois d'août et septembre, c'est des relevés de pêche que le ministère fait pour finalement sonder tous les stocks de poissons qu'il y a dans l'eau pour évaluer la quantité de poissons des différentes espèces qu'il y a dans l'eau pour établir les stocks, les quotas de pêche. Puis nous, on embarque une petite équipe océanographique qui va descendre une rosette à l'eau à plusieurs de tous ces points-là, toutes ces stations-là pour obtenir des données. Donc, moi, je suis en dessous d'un très gros entonnoir de toutes ces personnes-là qui vont contribuer des données que je vais synthétiser à chaque année pour écrire l'état de l'océan qu'on va publier à chaque année. Donc, les données que je vais vous montrer, on va tendance à les normaliser. Puis, par normaliser, ce que ça veut dire, c'est qu'on prend une série temporelle, on soustrait la moyenne à long terme, puis on divise par l'écart type ou la variabilité de cette série temporelle. Ça nous donne finalement quelque chose qu'on peut on peut comparer des séries temporelles qui ont différentes unités, soit des températures, des sanités, des mètres, n'importe quoi, ensemble, parce qu'on a enlevé les unités finalement en divisant par la variance de la même série temporelle. Mais simplement, tout ce que ça veut dire, c'est tout ce qui est près de la moyenne à long terme, je vais le montrer en blanc. Donc, c'est peut-être pas sur la moyenne, c'est peut-être un petit peu plus, mais c'est à l'intérieur d'un demi-écart type. Donc, on va le montrer en blanc, c'est près de la normale. Tout ce qui est en bleu est de plus en plus foncé, ça va être de plus en plus froid, loin de la normale, et inversement, tout ce qui est en rouge va être de plus en plus chaud par rapport à une normale climatique, habituellement 30 ans. Donc, en premier, avant de parler de température de l'eau, je vais vous parler de la température de l'air par-dessus le golfe, parce que vous allez voir au cours de cette présentation-là que ça a un gros impact sur les 2 premières couches. Donc, on a ici des stations météorologiques d'Environnement Canada, on en a une douzaine. Puis, je vais prendre l'anomalie moyenne, si on veut, ou les températures moyennes. À partir de toutes ces stations-là, je vais faire une moyenne pour ce qui est représentatif de par-dessus le golfe.
On a des données météo depuis 1873. Donc, ça fait à peu près 150 ans qu'on a des données météo. C'est sûr qu'au début de la série temporelle, ici, dans les années fin 1800, il n'y avait pas toutes ces stations-là. Il n'en avait que quelques-unes. Puis, ils se sont rajoutées au fil du temps. Puis, on voit ici la tendance au réchauffement climatique. On a par-dessus le Golfe, donc, un réchauffement de 1,5 degré par 100 ans. Mais ce n'est pas égal. C'est beaucoup plus chaud, plus rapide en hiver comme réchauffement que la période estivale, elle, ne se réchauffe que de 1,2 degré par 100 ans, tandis que nos hivers se réchauffent presque 2 fois plus rapidement à 2,2 degrés par 100 ans. On va voir l'effet que ça a, le réchauffement de ces hivers-là. C'est pas rien. Donc, en commençant par la température de surface, ici, je vous montre une carte qui est la climatologie de 30 ans du mois d'août à une résolution d'à peu près 1 km à la surface. Donc, on voit que c'est relativement homogène, mais là, on parle d'une moyenne de 30 ans. Sauf qu'on voit des points ici verts là, qui représentent des températures froides. Puis on voit comme une langue d'eau froide qui sort du Saguenay. Bien, ces eaux froides-là, ils ne sortent pas du Saguenay, ils sont en fait au bout du chenal laurentien. Vous vous souvenez, ce long chenal-là qui traverse le golfe Saint-Laurent, qui termine à Tadoussac. Bien, ici, cette langue verte-là, c'est où les eaux de la couche intermédiaire froide, les eaux de l'hiver d'avant, viennent mourir. Ils sont suctionnés à la tête du chenal laurentien, puis ils vont être mélangés à la surface. Si bien que si vous avez un voilier, puis vous êtes à la marina de Tadoussac à marée haute, puis vous tombez à l'eau, vous décidez de faire une baignade, bien, l'eau peut être à 4 degrés Celsius en plein mois d'août, à marée haute, en face de Tadoussac. C'est ces eaux-là de l'hiver qui sont remélangées à la surface. Et si on fait abstraction de toute de cette partie froide-là remontée à la surface, on voit que c'est quand même homogène. L'estuaire du Saint-Laurent est beaucoup plus froid que même ici dans la basse côte la basse côte nord, parce que le froid de l'hiver vient tout garder notre estuaire du Saint-Laurent comme un grand frigidaire. En dehors de ça, c'est assez uniforme et très bien connecté à la température de l'air. Alors ici, je vous montre deux cloches. La ligne noire, c'est une climatologie de 30 ans de la moyenne de température de surface mensuelle sur le golfe Saint-Laurent. Puis, en fait, c'est demain, à toutes les semaines. Puis, la ligne grise, c'est la température de l'air sur la même période de 30 ans. On voit que jusqu'au début août, l'air est toujours plus chaud que l'eau. Donc, l'air est en train de réchauffer l'eau. Puis après le mois d'août, l'eau est rendue plus chaud que l'air et se fait refroidir par l'air. Puis si on décale, c'est la température de l'air de juste 2 semaines, bien, les deux cloches, ils s'empilent parfaitement bien. Puis là, j'ai fait aucun artifice de calcul. C'est carrément toutes mes stations par-dessus le golfe Saint-Laurent. C'est carrément mes données satellitaires de température de l'eau. Puis, ça s'empile comme ça. Alors, ça, déjà, c'est un premier outil de changement climatique parce que ça nous dit que si cette cloche-là, qui représente la variabilité saisonnière de la température de l'air, change, bien, la température de l'eau va suivre. Puis, si on fait une moyenne à long terme de la saison, là, de toute la saison, pas juste le mois d'août, là, mais de mai à novembre, de la température de l'eau, moyennée sur tout le golfe Saint-Laurent, on obtient juste un chiffre par année. Puis ça, c'est la série temporelle obtenue par télédétection. On a des données de satellites depuis 1982 pour la température de l'eau sur le golfe Saint-Laurent. On voit que ça varie entre un petit peu plus que 8 jusqu'à un petit peu moins que 11. Donc, vraiment, là, entre le plus froid et le plus chaud dans les 40 dernières années, c'est un écart sur toutes les saisons d'autour de 2 degrés. Puis on voit qu'en 2021, ben, on a eu la 3e année la plus chaude là, après 2006 et 2012. Puis je vous disais que c'était connecté à la température de l'air. Ben, le pointillé ici, c'est la température de l'air de avril à novembre. Ici, on fait juste rajouter un mois là, pour expliquer ce décalage de 2 semaines là, pour compenser pour.
Puis on voit une très forte similitude entre la température de l'air et la température de l'eau. En fait, on explique 76% de cette variabilité-là de la température de l'eau uniquement avec la température de l'air. Ce qui nous dit que la température de l'air, ici, on n'en avait pas de données de température de surface par satellite, ça n'existait pas. Mais on avait la température de l'air, donc on peut l'utiliser comme proxy, si on veut, de la température de l'eau. Puis, on peut ici retrouver notre réchauffement climatique à long terme, puis avoir une idée que la période des quelques dernières dizaines d'années sont beaucoup plus chaudes là, que ce qu'on retrouvait précédemment. Puis si je recule d'une diapositive ici, on voit que la température de l'air en 2021, moyennée d'avril à novembre, ben, c'était la plus chaude par-dessus le golfe Saint-Laurent de toute la série. Donc, seulement la troisième pour l'eau, mais la plus chaude pour la température de l'air. Donc, si on se souvient un peu de comment on a eu un bel été chaud l'an dernier, ben, ça a été le plus chaud en 150 ans pour le golfe Saint-Laurent. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en dessous de la colonne d'eau? Donc, je vais vous donner un petit cours 101 là, de la formation de cette couche intermédiaire froide. Puis, on commence avec un profil du mois d'août, hein, où on a les eaux les plus chaudes en surface. Puis, on avance au mois de novembre. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'on a mis un blender dans l'eau avec le vent, puis les tempêtes, puis on est en train, puis le refroidissement de l'air. Fait que non seulement on est en train de refroidir la surface, mais on est en train de mélanger une couche d'eau de plus en plus épaisse. On continue jusqu'à l'hiver, puis on va dépasser même le 0 degré Celsius pour atteindre le point de congélation de l'eau avant de commencer à former de la glace. Puis cette couche-là, elle ne peut pas aller plus froid, elle est rendue au point de congélation, alors elle va devenir tout simplement de plus en plus épaisse à mesure qu'on va retirer la chaleur de l'eau. On avance encore au mois de juin, puis on voit qu'on a un réchauffement très rapide à la surface, mais les eaux en dessous sont plus isolées. Donc, il y a un réchauffement, mais beaucoup moins rapide. On avance au mois d'août, encore un réchauffement beaucoup plus lent en profondeur. Puis, on avance encore à l'automne, où avant, je vous parlais du refroidissement, de la formation de cette couche-là, mais notez qu'ici, la couche intermédiaire froide, elle se réchauffe encore. Donc, les eaux en novembre ici sont même plus chaudes qu'au mois d'août à certaines profondeurs parce que la chaleur de l'été est encore en train de descendre. Puis ça va continuer jusqu'à temps que la couche de mélange de l'automne réenglobe la couche intermédiaire froide, puis en fasse une nouvelle. Donc, c'est comme un coup de massue sur le golfe Saint-Laurent à chaque hiver où on va reformer cette couche froide-là. Puis, ça va donner une couche intermédiaire froide qui va perdurer tout le reste de l'été et jusqu'à la fin de l'automne. Donc, la température de l'air en hiver, que je vous ai dit qu'elle réchauffait 2 fois plus vite qu'en été, elle est très importante parce qu'elle va créer cette couche froide hivernale-là. Cette couche-là doit atteindre le point de congélation avant de commencer à former de la glace. Quand on forme de la glace, eh bien, en plus, il peut y avoir rejet de sel parce que la glace va être moins salée que l'eau qu'on a formée. Le rejet de sel va rentrer dans cette couche froide-là et l'épaissir encore plus. Puis cette couche-là va devenir la couche intermédiaire froide de l'été qui suit. Bon, parlons-en de la glace. Ici, je vous montre finalement les 3 panneaux d'en haut. C'est des conditions de glace venant des cartes du Service canadien des glaces, des cartes hebdomadaires, donc à chaque semaine. Donc, l'année où il y en a eu le moins depuis qu'on a des cartes de glace en 1979, une climatologie de 30 ans qui montre de différentes couches d'épaisseur, et puis l'année où on en a eu le plus, en 2003. Puis l'année où on a eu le plus, là, comparer ça à ne pas en avoir du tout, bien, c'est à cause que le golfe Saint-Laurent, c'est à peu près l'endroit le plus au sud dans l'hémisphère nord où il y a de la glace, où il y a formation de glace. Donc, étant le plus au sud, c'est une grande susceptibilité au climat, donc au changement climatique aussi.
Puis, quand il y en a beaucoup, ben, ça, c'est une vieille photo de moi là, des années début 80, fin 90, on va dire, probablement début 2000, où le relevé héliporté que je faisais, on atterrissait sur la glace, on perçait un trou pour descendre une sonde au travers de la glace. Puis à certains endroits, ben, ça prenait toute cette épaisseur-là sur la terrière pour arriver à passer au travers de la glace. Puis d'autres années, ben, on est à l'eau libre dans l'océan. Donc, énormément de variabilité. En 2021, ben, il y avait, en termes de volume, la même quantité de glace que l'année minimale, mais ici, on voit que c'est de la glace qui est rentrée par le détroit de Belle-Île. Ici, ben, c'est un petit peu de glace sur le plateau Mélien, mais des grandes étendues où il n'y avait pas de glace. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Si on regarde maintenant une série temporelle depuis 1969 de différents paramètres de la glace. En vert, on a la durée du couvert, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis, on a ensuite le volume qui est exprimé en kilomètres cubes. Fait qu'une grosse année de glace, ben, c'est 100 kilomètres cubes de glace. Et puis, la superficie. Puis, une grosse année, ben, c'est le golfe au complet. Puis, une année très faible, ben, il n'y en a presque pas. Puis on voit que tous ces paramètres-là covarient. Hein? Ils font presque toute la même chose en même temps. Puis, la ligne bleue, ben, c'est la température de l'air, mais inversée. On voit ici que le moins 4, là, ben, donc ça, c'est un hiver froid. Puis, ça, c'est un hiver chaud. Puis, vous voyez que tous ces paramètres de glace-là sont intimement connectés avec la température de l'air en hiver. Si bien que là, je peux compresser toutes ces données-là dans le temps. Ma série, elle commence en... C'est la même série que tout à l'heure, elle commence en 1969. Je n'ai pas de données de glace ici, mais j'ai des données de température de l'air. Puis, on voit que, bon, on voit la courbe bleue descendre, là, ben, elle est à l'envers, souvenez-vous. Alors ça, c'est un réchauffement de la température de l'air. Puis si on regarde, puis là, j'ai enlevé plusieurs courbes, j'ai juste laissé la rouge pour étaler la figure un petit peu. Bien, on voit que la superficie, là, elle est très connectée à la température de l'air. Puis qu'il y a seulement 5 hivers, donc 58, 69, 2010, 2011 et 2021, l'an dernier, où il n'y a presque pas eu de glace en Golfe Saint-Laurent. Puis ces 5 hivers-là sont expliqués par une température de l'air qui était chaude, avec une différence à une climatologie à long terme de 2,5 degrés. Donc, on sait ce que ça prend pour ne pas avoir de glace en Golfe Saint-Laurent. Si on a un hiver qui est 2,5 degrés au-dessus de la climatologie de 30 ans, ben, il n'y aura pas de glace, ou presque pas, du moins, dans le Golfe Saint-Laurent. Puis, on voit aussi qu'avant 58, ben, les hivers étaient tout simplement trop froids pour ne pas avoir de glace. Donc, présumément qu'il y en a toujours eu des pas mal grands couverts. Là, quand on est rendu à ces hauteurs-là, là, c'est mur à mur là, jusqu'à Terre-Neuve, le couvert de glace. Et puis, on voit avec cette tendance-là que ben, si on se projette dans le futur, ben, on sait que la température de l'air augmente de 2,2 degrés par 100 ans. On est rendu maintenant à une transition où ça arrive de plus en plus souvent. C'est arrivé 3 fois depuis 2010 où il n'y a presque pas eu de glace. Ben, si on se projette dans 100 ans, on va être à 2,2 degrés plus chaud que ça encore, même si on n'accélère pas. Alors, on va être dans un régime où il n'y aura jamais de glace, ou presque, dans le Golfe Saint-Laurent, à moins d'avoir un hiver exceptionnellement froid, là, un autre vortex polaire qui arrive, puis qui va nous emmener. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe aussi en hiver? C'est la formation de cette couche mélangée hivernale-là dont je vous ai parlé. Moi, je fais un relevé héliporté depuis 1996 où je descends une sonde comme ça dans l'eau jusqu'à 200 mètres à une centaine de stations dans le Golfe pour avoir un bon portrait de ce qui se passe. Puis, en 2021, sur tous ces petits points-là, c'est où je suis allé mesurer. Puis ça, c'est une carte de la température de cette couche de surface-là, avec une climatologie à long terme, où le bleu ici, là, c'est très froid. C'est en dessous de moins 1 degré Celsius, c'est près du point de congélation. Puis on voit qu'en 2021, ben, les grosses traces de rouge là, ben, on était à 1 degré Celsius. Donc, 1 degré Celsius, c'est froid si on tombe dedans. Mais si on essaie de former de la glace, là, ben, il nous reste encore 2-3 degrés à aller chercher avant de la descendre au point de congélation, avant de former de la glace.
Donc, on voit que toute cette superficie ici, qui était libre de glace, correspond aisément bien à les endroits où la température était largement au-dessus du point de congélation. Donc, si on fait une course entre l'océan qui essaie de garder sa chaleur, puis l'atmosphère pendant l'hiver, qui essaie de tout sortir la chaleur de l'océan pour former de la glace, la plupart des années, c'est l'atmosphère qui gagne, qui réussit à refroidir l'océan au point de congélation, puis commencer à former de la glace. Mais de temps en temps, comme à 2021, c'est l'océan qui gagne. Puis à la fin de l'hiver, l'atmosphère n'a pas réussi à sortir suffisamment de chaleur de l'eau pour la descendre au point de congélation et former de la glace. L'eau est encore trop chaude pour former de la glace. On aurait pu avoir au mois de mars une fin de semaine à moins 30 par-dessus le golfe. L'eau est encore trop chaude. Il n'y aurait pas eu de formation de glace à ce moment-là. Donc, prendre une petite gorgée d'eau, excusez. Ces eaux d'hiver-là, où laissent naissance, si on veut, à la couche intermédiaire froide qui suit. Donc, il y a une très grande connexion entre la couche que je mesure en hiver et la couche intermédiaire froide qui va suivre par la suite. Puis, là, je vais juste vous montrer des exemples de variabilité comparée on va comparer une année froide, en 1991, à notre record de chaleur qui était en 2021 pour la couche intermédiaire froide. Puis, on va regarder à 3 endroits. Donc, ces cartes-là montrent la climatologie de 30 ans, une ancienne climatologie, en fait, de l'épaisseur où cette couche-là, en plein milieu du mois d'août, quelle épaisseur la couche plus froide que 1 degré Celsius elle a, et puis la température minimum. Donc, ici, les tons bleus, là, on est dans le négatif, là, donc moins 0,5. Ça veut dire qu'habituellement, on va au mois d'août, puis on va mesurer ici, bien, on va encore au mois d'août mesurer des températures sous 0 degré Celsius sur une bonne épaisseur. Donc, ici, je monte à 3 endroits. Les années froides, c'est en bleu. Puis les années chaudes, l'année chaude 2021, c'est en rouge. Donc, on voit la grande différence qu'il peut y avoir. Là, quand on parle de 1 ou 2 degrés, ça ne nous semble pas tant, mais quand on le trace sur un profil, on voit la grande différence. Alors, là, je vais empiler ces 3 figures-là sur la même, ces 3 lignes-là. Donc, on voit qu'entre une année très froide et une année très chaude, ben, il peut y avoir plus que 2 degrés de différence au minimum de température. Puis, si on va en eau plus profonde, ben, il peut y avoir plus de 75 mètres de différence où on va retrouver une certaine température. Donc, ça va avoir un gros impact sur les fonds marins qui sont dans... Mettons qu'on a un fond marin ici qui est à 150 mètres. Bien, ici, il va être encore, cette année-là, sous 0 degré Celsius. Puis, cette année-là, il peut être à 3 ou 4 degrés Celsius. Alors, ça fait une très grosse différence pour les poissons qui vivent dans l'eau. Alors, je compare ici encore des climatologies de 30 ans avec l'année 2021, qui était vraiment notre record, les eaux les plus chaudes qu'on a enregistrées dans la couche intermédiaire froide du golfe solaire. Donc, ici, c'est une carte qui montre l'épaisseur où l'eau est plus froide que 0. Ici, où l'eau est plus froide que 1, donc il y en a plus, évidemment. 1, c'est plus que 0. Et puis, la température minimale. Donc, on voit un petit peu le poumon du golfe Saint-Laurent, là, où c'est le plus épais puis c'est le plus froid, c'est le nord-est du golfe. À mesure qu'on s'éloigne de cette région-là, les eaux sont plus chaudes et cette couche-là est plus mince. En 2021, si on cherchait de l'eau plus froide que 0, il n'y en avait pratiquement pas rendu au mois d'août. Ça se comprend parce que il y a une grande partie du golfe Saint-Laurent, à son plus froid au mois de mars, qui était plus chaud même que 0 degré Celsius. Donc, on partait d'une eau très chaude quand on l'a encapsulée pour former la couche intermédiaire froide. Alors, ça a tout simplement continué à se réchauffer à partir d'une eau qui était en partant très chaude. Si on regarde la région qui était plus froide que 1 degré Celsius, bien, c'était un record. C'était le plus petit volume d'eau jamais enregistré depuis 1985, où pour le volume
d'eau plus froide que 1 degré Celsius, et c'était aussi les eaux les plus chaudes en été dans cette couche-là. Sous forme de figure, ici, je vous montre, les deux courbes ici montrent le volume, donc d'eau rendue au mois d'août, qui est plus froid que 0, que 1 en rouge et puis que 0 en bleu. Puis on voit une tendance à la diminution de ce volume-là. Il y a beaucoup de variabilité interannuelle. Puis on voit notre record de 2021, là, où il n'y en avait pratiquement pas. Donc, on s'en va à mesure que nos hivers, la température de l'air se réchauffe. Bien, notre couche mélangée hivernale, elle ne se rend pas au point de congélation, ce qui fait que la glace ne se forme pas. Puis, l'eau est encapsulée au printemps, déjà chaude, et puis ça va nous donner une couche intermédiaire froide qui va être beaucoup plus chaude que dans les années passées. Ici, c'est la température minimum qu'on retrouve dans la colonne d'eau. Puis on voit qu'en 2021, c'était les plus chaudes depuis aisément 1980. Et cette couche-là, en dehors de son importance dans le nord-est du Golfe, où je vous parlais du poumon, là, bien, elle est super importante sur le plateau Madelien parce que les profondeurs du plateau Madelien coïncident assez bien avec la profondeur de la couche intermédiaire froide. Donc, la couche intermédiaire froide, elle est assise sur le fond, sur le plateau Madelien. Fait que, ici en haut, c'est des cartes de climatologie de la température sur le fond en juin et en septembre. Donc, en juin, ce violet-là, ben, c'est des températures qu'on retrouve entre -1 et 0. Donc, habituellement, on a une très grande superficie au mois de juin qui est sous 0 degré Celsius. On voit qu'en 2021, il n'y en avait aucune de cette superficie-là qui était au-dessus, sous 0 degré Celsius. Donc, on avait une anomalie de température ici, en rouge, là, très chaude. Les eaux étaient beaucoup plus chaudes qu'il ne serait normalement. Ça, c'est l'habitat du crabe des neiges, par exemple. Donc, le crabe des neiges, en 2021, a connu sur son fond, il ne peut pas se sauver, lui, il est pris sur le fond. Il a connu des températures aisément 1,5 degré plus chaud qu'une climatologie à long terme. Rendu en septembre, bien, les eaux de la couche intermédiaire froide, je vous ai expliqué au début que ça se réchauffait avec le temps. Donc, on voit ici que le violet, il en reste habituellement presque plus, mais une grande superficie en bleu. Ici, en bleu, c'est entre 0 et 1. Puis en 2021, ça, c'est la superficie qui nous restait, rendue au mois d'août-septembre, plus froid que 1 degré Celsius. Puis c'était la plus petite superficie depuis 1964. Puis, on peut dire 1964 parce qu'on a un relevé fait par la région du sud du Golfe, sur le sud du Golfe, le relevé de pêche, là, où je vous parlais, où ils prennent des données de température depuis aussi longtemps que ça. Donc, les meilleures données qu'on a dans le Golfe Saint-Laurent nous viennent de cette région-là, parce qu'on avait des pêches océans étaient peut-être mieux nantis dans la région du Golfe que dans la région du Québec dans ces années-là. Bon, maintenant, les couches profondes qui ne sentent pas du tout les effets de l'atmosphère, ne sentent pas les saisons, c'est les eaux sous 150 mètres dans cette figure-là. Ces eaux-là, ils sont siphonnés dans le golfe Saint-Laurent à partir du talus continental qu'on voit ici. Puis siphonnés parce qu'on appelle ça la circulation estuarienne. On a de l'eau douce qui s'écoule principalement du Saint-Laurent, qui coule ici, puis qui se mélange avec les eaux en dessous, en descendant. Donc, quand je suis ici, moi, je suis à Rimouski, près ici, puis je mesure de l'eau en face, ce ne sera pas de l'eau douce qui va couler par-dessus l'eau de mer. L'eau va s'être mélangée et l'eau qui descend ici, dans le courant de Gaspé, va être salée. Donc, pour compenser pour cette perte de sel-là, la circulation qui sort de surface, qui sort du golfe, avec l'eau douce qui entraîne le courant de Gaspé, bien, ça va suctionner, ça fait un appel d'eau profond. Donc, l'eau qui coule par-dessus est compensée par une succion d'eau profonde. Ça, bien, ça nous vient de l'océan, ici, au talus continental.
C'est un mélange d'eau froide du Labrador qui fait le tour des Grands Bancs, qui vient ici, et des eaux du Gulf Stream. Puis ces deux eaux-là vont se mélanger dans la région ici, puis ils vont être transportés à l'intérieur du Golfe Salin. Puis, ça va varier dans le temps, le mélange entre ces deux masses d'eau-là. Puis pour le voir, on va regarder le maximum profond de température. Donc, quand on regarde la température sur la profondeur, on voit qu'autour de entre 200 et 300 mètres, il y a toujours un maximum. Il y a toujours les eaux les plus chaudes de la colonne d'eau. Puis on est capable de les cartographier à tous les mois d'août. Donc ici, on va commencer en 2010. Puis on voit que le ton vert ici, c'est des températures autour de 5 degrés Celsius. Puis on a vu de l'eau autour de 6 degrés Celsius et même un petit peu plus arriver en 2010 au détroit de Cabot. Puis en 2011, ces eaux-là, par succion, par circulation asturienne, ont été entraînées en haut du chenal Esquimalt ici, puis plus haut dans le chenal Laurentien. Un an plus tard, on a vu du plus que 7. Puis l'eau a continué à complètement envahir le chenal ici. Et puis, on continue comme ça en 2013. J'avance encore de 4 ans. Puis là, on voit en 2016 des eaux vraiment chaudes commencer à arriver. Puis ça, c'est du 7 degrés et plus qui nous arrive. Fait que là, on voit que là, on n'en a plus de vert. Tout le golfe Saint-Laurent au complet a monté en température dans les eaux profondes. J'avance encore de 4 ans. Puis là, notre 7 ici, lui, il est maintenant à 2021, il a complètement envahi les chenaux du nord-est du golfe. Puis ça, c'est en train de faire son chemin vers le nord-ouest du golfe. Alors, il y a eu juste en une douzaine d'années un très, très gros changement avec un enrichissement des eaux profondes en eau du Gulf Stream, beaucoup moins riche en eau froide du Labrador. Alors, si on compare 2009 à 2021, les deux cartes avec lesquelles, en fait, une année avant que les eaux chaudes sont arrivées en 2010, tout était froid. Et puis 2021, je fais une moyenne de toute cette superficie-là ici, j'ai 5,2 degrés. Puis en 2021, j'ai 6,7 degrés. Ça a monté de 1,5 degré. Ça peut sembler peu pour nous qui sommes dans l'air, qui vivons quotidiennement dans une atmosphère, mais pour un poisson dans l'eau qui est habitué à une certaine température, la changer de 1,5 degré, c'est beaucoup. Puis ici, dans cette région-là, c'était plus que ça. Ici, on a des températures autour de 5 degrés Celsius. Puis ici, on a des températures au-dessus de 7 degrés Celsius. Donc, ici, on a augmenté de plus que 2 degrés. Si on regarde aussi la température sur le fond, au début de la conférence, je vous ai dit que le nord-est du Golfe, ayant des profondeurs de 250 mètres, était très sensible au changement climatique parce qu'il est à peu près à la bonne profondeur pour ce maximum de température dans la colonne d'eau. Alors ça, c'est des figures de température sur le fond. Donc, ça influence tous les poissons de fond. Et puis, entre 2009 et 2021, puis on voit les très grosses différences ici. On a des régions ici qui étaient en bas, qui étaient entre 3 et 4 degrés Celsius ici, qui sont rendues à au-dessus de 7 degrés Celsius. Donc, ça a changé dans le nord-est du Golfe par plus que 3 degrés par endroit. Vraiment, vraiment, vraiment des gros changements. Alors, si on regarde les séries temporelles pour la température moyenne sur le Golfe à 300 mètres, 200 mètres et 150 mètres, on a des données depuis 1915. Donc, plus de 100 ans de données sur lesquelles on peut faire des moyennes pour avoir à chaque année un seul chiffre. Puis, on voit qu'à partir de 2015, ici à 300 mètres, à partir de 2015, c'est un record centenaire. On était plus chaud qu'en 1980, qui était la dernière fois que le Golfe était chaud. Puis, depuis, à chaque année, on monte. Depuis 2009, ici, c'est presque une ligne droite. On monte généralement presque de la même chose à chaque année. En 2021, à cause aussi que la couche intermédiaire froide, de l'hiver très doux, les eaux à 150 mètres étaient aussi très chaudes.
Donc, les eaux à 200 mètres entre les deux étaient aussi très chaudes. Alors, ces trois-là, 150, 200 et 300, étaient à des records centenaires, des records de plus de 100 ans de la température de l'eau. Donc, si je fais un sommaire de tout ce que je vous ai présenté, bien, les températures de surface estivale de l'eau, bien, ça suit le réchauffement de la température de l'air. C'est intimement connecté à la température de l'air. Puis ça se réchauffe d'à peu près 1 degré par 100 ans. La glace de mer aussi est connectée à la température de l'air en hiver. Puis on a connu 5 années qui ont été presque sans glace dans le Golfe Saint-Laurent. 1958, 69, 2010, 2011 et tout dernièrement 2021. Ces 5 années-là, c'est les seules années qui ont une température de l'air qui a été au moins de 2,5 degrés au-dessus, plus chaude que la moyenne de 30 ans, 91 ou 20 ans. Nos hivers, ils se réchauffent presque 2 fois plus rapidement que nos étés. Donc, le couvert de glace, il est menacé à long terme. C'est arrivé 3 fois depuis 12 ans qu'on n'en a presque pas eu, puis ça va arriver de plus en plus régulièrement. La couche intermédiaire froide, elle est aussi native de tout ce qui se passe l'hiver. Elle est formée par ce qui nous reste de la couche mélangée hivernale. Puis, il y a une grande tendance au réchauffement de cette couche-là depuis 1985, avec un grand record en 2021. Cette couche-là est assise sur le fond, sur le plateau méridien, fait qu'elle affecte l'habitat, particulièrement du crabe des neiges. Dans les eaux profondes, bien, on a des records de température en 2021 à 150, 200, 250 et 300 mètres. C'est des records, donc, depuis qu'on a des données depuis 1915. Puis, c'est des moyennes sur l'ensemble du Golfe. La température des eaux à 300 mètres, bien, elle bat ce record-là centenaire chaque année depuis 2015. Alors, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire sur le Golfe Saint-Laurent. J'espère que vous avez appris quelque chose. Mais en tout cas, c'est fort intéressant et il y a des questions dans la conversation qui ont émergé pendant ta présentation. Tu peux peut-être arrêter le partage d'écran si tu veux, comme ça on va nous voir tous les deux. Excellent. Donc là, ce que tu nous démontres, c'est que, bon, on le sait, ça se réchauffe de plus en plus à chaque année. C'est pas parti pour se refroidir de nouveau, puis c'est en accélération depuis les dernières années de manière flagrante. Tu le dis, ça a une influence nécessairement sur ce qui vit dans les eaux. Comme tu le disais, nous, dans l'atmosphère, on est habitués aux variations de température. On a froid, on se met une petite laine, sauf que les poissons dans l'eau, puis tout ce qui vit là, pas juste ça, ailleurs dans le Saint-Laurent, il y a aussi d'autres activités sous-marines qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas conscience. Puis toutes ces microparticules-là, tous les plus petits êtres vivants en sont affectés. Et est-ce que vous, dans les études que vous faites, là, avec ton équipe, vous voyez la variation de température à différents niveaux et à différents moments de l'année? Vous faites aussi, de ce que j'ai compris, l'étude de ce qui peut être pêché ou pas, ou en tout cas cette variabilité-là pour émettre les permis de pêche. Donc, vous devez constater ben en fait, cette toutes ces variation-là. données-là qu'on récolte, donc moi, je vais présenter au début janvier, je vais faire presque un bye-bye là, sur l'année précédente, là, puis je vais faire une présentation à Pêche Océan où tous les biologistes sur les pêches vont assister. Fait qu'ils vont pouvoir se servir de cette information-là comme complément aux avis qu'ils vont fournir à la gestion des pêches pour savoir si une pêche va bien ou pas. Bien, si une pêche ne va pas bien, puis en plus est en dehors de son habitat thermique, bien, ils peuvent le considérer pour donner un avis peut-être plus prudent là, sur les quotas qui devraient être envisagés. Oui, sur les Donc, pêches. avec le temps, c'est de l'information qui est de plus en plus incorporée par le ministère dans la gestion des pêches. Oui, et non seulement pour les pêches, mais aussi en termes de constat, de se dire, bien, il y a une dégradation au niveau de telle espèce, donc on le considère dans le tout au niveau des changements climatiques. Je vais y aller avec les questions qu'on a reçues. Donc, il y avait... Est-ce que nous serions tout simplement dans une phase naturelle de réchauffement de la période glaciaire du Wisconsin où le cycle entre deux phases glaciaires est de 100 000 ans? Évidemment, on ne peut aucunement nier que l'ère industrielle depuis 1880 ait exacerbé ce réchauffement.
Je ne sais pas si tu sais répondre à cette question ou si on veut rentrer dans ces détails. Disons que c'est certain que le changement qu'on voit là, le plus gros changement qu'on voit dans le Golfe Saint-Laurent actuellement, c'est même pas le changement des températures de l'air estival qu'on pourrait là, associer, qu'on associe au changement climatique. C'est vraiment ce qui se passe dans les eaux profondes. Puis ce qui se passe dans les eaux profondes, c'est un changement des courants. Ça a déjà aussi été relié à des simulations numériques où les quantités de CO2 ont été changées, puis ça affecte les courants, puis ça commence à déplacer le courant du Gulf Stream, qui a plus de misère à se rendre finalement, puis nous donner une influence. Puis, est-ce que c'est une coïncidence que le Golfe Saint-Laurent se réchauffe depuis 150 ans à peu près à la même vitesse que le globe, ou à peu près, là, peut-être un petit peu plus rapidement? C'est sûr que le Golfe Saint-Laurent lui-même, est-ce que son augmentation de température, est-ce qu'il est causé par les activités anthropiques directement? Les activités anthropiques, ça explique la boule au complet, ça explique le globe au complet. Il y a beaucoup d'endroits où même quand moi j'étais aux études en 1990, on me disait que les modèles, déjà à cette époque-là, montraient qu'une des régions qui ne serait pas affectée ou moins affectée, ce serait au large du Labrador, la mer du Labrador. Puis on le voit dans la zone atlantique, parce que notre rapport fait état de tout ce qui se passe dans le Golfe, sur le plateau néo-écossais et jusque dans la mer du Labrador. Que la mer du Labrador est moins influencée, justement, comme les modèles l'avaient dit il y a 30 ans. Puis le Golfe, ça suit assez bien ce qui est prédit par tous les modèles en termes de réchauffement climatique, là. Donc, non, ce n'est pas vraiment un rebondissement normal là, entre si ceux qui travaillent sur le changement climatique n'ajoutent pas l'effet du CO2, ils ne sont pas capables de reproduire le réchauffement de la boule au complet qu'on a observé. Donc, c'est clair qu'il y a l'incidence de l'être humain. L'extrémité sud de la glace, et que nos hivers se réchauffent encore plus vite, on le vit. Là, le plus gros impact pour nous, c'est l'hiver, qui se réchauffe 2 fois plus vite, qui est en train de nous donner de plus en plus souvent des hivers libres de glace, qui est en train d'affecter la formation de la couche intermédiaire froide. Ça, c'est beaucoup plus frappant pour nous autres que tout ce qui se passe en été. C'est ce qui se passe en hiver, puis c'est ce qui se passe dans les eaux profondes. Excellent. Ensuite, est-ce qu'il y a un lien entre l'augmentation de la température des eaux profondes, et attention, là, il y a peut-être des termes que tu devras clarifier, ne serait-ce que pour moi, et leur déplétion en oxygène, formant des zones hypoxiques? Si oui, expliquez le mécanisme et l'importance de cet effet. Oui, merci pour la question. Oui, en fait, les eaux du Labrador, la question vient du fait qu'on a maintenant une zone hypoxique ou très faible en oxygène dissous, particulièrement dans l'estuaire du Saint-Laurent. Quand on regarde l'oxygène dissous en termes de pourcentage de saturation, là, ou en équilibre avec l'atmosphère, on serait à 100% de saturation, les eaux profondes de l'estuaire sont rendues en bas de 15. Donc, on est en situation hypoxique, moins de 30 depuis les années 80, puis là, on est à des niveaux records. Ça, c'est partiellement aux 2/3 expliqué par le fait que, justement, les eaux le mélange des eaux profondes est de plus en plus riche en eau du Gulf Stream. Ces eaux-là, c'est des plus vieilles eaux que les eaux du Labrador, qui sont plus récemment été en contact avec l'atmosphère. Et puis, au départ, elles ont moins d'oxygène que les eaux du Labrador, qui sont plus riches en oxygène. Donc, si on retourne dans le temps, quand les eaux du Golfe Saint-Laurent profond étaient très froides, elles étaient très riches en oxygène dissous. Donc là, elles apparaissent au détroit de Cabot, affaiblies en oxygène dissous, sous 60% de saturation. Puis juste le 3 ans que ça prend, je n'en avais pas parlé avant, mais ça prend 3 ans de succion pour passer du détroit de Cabot jusqu'à Tadoussac, jusqu'à l'estuaire Saint-Laurent.
Puis pendant ces 3 ans-là, il y a de l'activité biologique qui respire l'oxygène dans l'eau, ce qui la fait baisser en suivant son chemin. Elle arrive à l'estuaire du Saint-Laurent, puis là, on est sous 15 de saturation. OK. Donc là, disons, pour vulgariser un petit peu plus, peut-être pour moi, puis peut-être d'autres auditeurs qui sont moins ferrés en la matière, ça veut donc dire qu'il y a un excès d'oxygène dans l'eau. C'est ça que je comprends? Non, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Il n'y en a pas assez, donc la saturation est trop basse. Tout l'oxygène se fait respirer. Là, donc, quand on mélange l'air dans l'eau, à un moment donné, on ne peut pas en mettre plus. Toutes les bulles d'air, ils sont toutes dissous dans l'eau. Là, on est à 100 de saturation, pas capable d'en mettre plus. Puis là, si on isole cette particule d'eau-là, puis on va la cacher sous l'eau, puis là, on met de l'activité bactérienne ou biologique qui va respirer, qui va servir, qui va consommer de l'oxygène, bien, ça baisse. OK. Là, on est rendu à 15 du 100 on est rendu à 15 de la l'estuaire du Saint-Laurent. Il ne faut pas arriver à 0 parce que là, on a ce qu'on appelle de l'anoxie, puis où toute la chimie de l'eau change, là, puis ça serait terrible. Oui, OK. Donc, on ne veut pas se rendre là. Est-ce qu'il y a une possibilité de se rendre là? Je ne suis pas biologiste, mais je suis... C'est bon. Je vais passer à la prochaine question. Donc, quelqu'un dit, j'imagine qu'avec tous ces changements, les biologistes doivent appréhender des changements importants pour les poissons, crustacés, mollusques du Golfe, notamment les espèces commerciales. Oui. Ben, en fait, le plus gros enjeu, c'est qu'on est sorti des enveloppes connues. C'est comme, la crevette nordique, elle n'aime pas particulièrement l'eau plus chaude que 6 degrés Celsius, puis on est rendu plus chaud que ça. On est rendu dans le nord-est du Golfe, au-dessus de 7. Le sébaste, lui, par contre, poisson d'eau chaude, il y a une explosion de sébaste dans le Golfe Saint-Laurent. Lui, il aime bien l'eau chaude. Puis actuellement, les biologistes me disent qu'il y a plus de sébaste dans l'eau que de crevettes. Mais pas par poids, en les comptant. 1 à 1, OK. Oui. Puis un sébaste, ça veut dire vraiment plus gros qu'une crevette. Ben oui, oui, absolument. Dans le relevé de pêche qu'on fait au mois d'août, 90 de la biomasse qui ramasse avec les filets, c'est du sébaste. Alors, il y a une explosion de ça. Donc, puis pour une espèce comme la crevette, ben, les biologistes sont en prise au fait que leur espèce est dans des températures que cette espèce-là n'a jamais vues dans le Golfe Saint-Laurent. Puis, il n'y en avait pas de température en profondeur, comme il n'y en avait pas. Puis, les autres, c'est toujours le fun de regarder. Bon, la dernière fois que mon stock était dans ces situations-là, il se portait bien, hein? Mais là, ils ne peuvent même pas utiliser ce truc-là parce que le Golfe n'a jamais été comme ça là, dans les 150 dernières années. Non, c'est ça. Ils n'ont même plus de repères. Il faut créer de nouveaux repères ou une nouvelle banque de données à tout le moins pour se baser sur quelque chose pour prédire ou en tout cas anticiper. Exactement. Et donc là, la crevette nordique, est-ce qu'elle est en train de s'éteindre simplement ou elle s'est déplacée dans des zones plus froides naturellement? Bien, en fait, ce qu'elle fait pour se déplacer, c'est pas sortir. Parenthèse, je ne suis pas biologiste. Je ne suis pas porte-parole. Oui, absolument. Absolument. Mais de ce que j'en connais, elle ne va pas comme se déplacer comme je vais sortir du Golfe Saint-Laurent. Ce qu'elle va faire, c'est à cause du profil de température, qu'on a différentes températures à différentes profondeurs, bien, elle peut se déplacer, elle peut se rapprocher de la couche intermédiaire froide pour trouver de l'eau moins chaude. Mais ça a un effet pervers, par exemple, parce que la crevette, bien qu'elle ait pêché dans le colonne d'eau, c'est quand même une espèce de fond. Hein? Ça aime ça marcher sur le fond, la crevette. Puis, des espaces dans le Golfe Saint-Laurent autour de entre 150 et 200 mètres, où, il n'y en a pas beaucoup. Le grand du Golfe Saint-Laurent est plus profond. Donc, la crevette se ramasse sur le bord des chenaux, concentrée de plus en plus pour aller chercher la profondeur qu'il veut sur le fond, où les pêcheurs, ils ont juste à prendre la carte de température ben voilà. Ah oui, OK. Les pêcheurs ont zéro difficulté à trouver la crevette. OK. Ce qui en reste. Oui, ce qui en reste, parce qu'éventuellement, si on suit cette courbe-là... C'est un effet de concentration de la ressource à des endroits où ils sont encore capturables, mais
ça en fait un gros enjeu là, si l'espèce devient trop facilement capturable, ben, c'est dangereux. OK. Ça peut devenir dangereux pour les Pour pêches, finalement, l'espèce, oui. pour l'espèce elle-même, Pour la pêche de cette espèce-là, parce ultimement. qu'il Mais bon, pour faut l'espèce qu'elle en soit premier lieu. remontée. Donc, puis les pêcheurs le savent, là, Oui. c'est pour ça que les quotas sont là. Oui, absolument. Puis là, si la courbe suit son cours, ben ça va continuer à se réchauffer, puis il y aura de moins en moins d'espace. Et à ce moment-là, j'imagine que les températures ne sont tout simplement plus propices à ce que ces espèces-là survivent. Je sais que tu n'es pas biologiste. Oui, Je pose la question parce que tu en à connais quelle quand même un mesure petit ils ont de peu, tu en parles beaucoup. l'adaptation à long terme ou On le bon, saura en temps et lieu. c'est vraiment dehors de mon domaine. Ouais. Bon, parfait. Je vais quand même passer à la question suivante qui a trait également aux espèces affectées. Peut-être qu'il y aura possibilité d'y répondre ou pas. On verra. Puis sinon, on invitera un autre expert sur ce domaine-là. Avez-vous une idée des espèces qui seront les plus affectées par ces changements de température? Ils pensent aux crabes des neiges, le homard, les poissons de fond, des changements négatifs, j'imagine. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on disait précédemment. Là. Bien, ouais, il y a une explosion de sébaste qui est un poisson d'eau chaude. On a de la difficulté avec la crevette nordique qui n'aime pas les eaux chaudes. C'est sûr que tout ce qui se passe aussi dans le nord-est du Golfe avec les variations de la couche intermédiaire froide affecte beaucoup l'habitat du crabe des neiges dans ces régions de pêche. On a tendance à penser au crabe des neiges comme une espèce du sud du Golfe, là, autour des îles de la Madeleine, par exemple. Là. Mais il y a quand même une bonne pêche de crabe des neiges dans le nord-est du Golfe. Puis les variabilités de la couche intermédiaire froide a un gros impact sur l'habitat disponible au crabe des neiges dans ces régions-là. Oui. Donc, quand on fait des réunions scientifiques sur l'état des stocks, ben, pour ces 3 stocks-là, je suis souvent invité en début de réunion pour présenter les conditions océanographiques, pour mettre en contexte, si on veut, ce que les biologistes et les pêcheurs vont vécu. Je comprends. On va y aller avec une dernière question qui a été soulevée. Donc, avec le réchauffement du climat, la fonte des glaces arctiques et du Groenland, il est avancé que l'ajout d'eau douce et froide aura un impact sur la trajectoire du Gulf Stream, qui irait moins vers les côtes britanniques et refroidirait le climat de l'ouest de l'Europe. Est-ce que ça aura aussi un impact sur l'entrée d'eau chaude dans les couches profondes du Saint-Laurent? Ben, en fait, ça a déjà un impact, c'est ça le problème. On est si on avait 100%, ben en fait, là, ce qui est en train de se passer, là, il y a 2 enjeux. Il y a le Gulf Stream qui change sa direction, si on veut, ou son intensité. Mais il y a aussi le courant du Labrador qui a comme la misère à tourner le coin, là, si on veut, là, de faire le tour des grands bancs pour se rendre. Donc, si on retourne dans les débuts des années 1915, puis les eaux qui se rendaient dans le Golfe étaient dans 3 et 4 degrés Celsius, bien, c'est presque 100% eau du Labrador. Puis si on voudrait les craquer à 100% eau du Gulf Stream, bien, on serait dans ces profondeurs-là autour de 11 degrés Celsius. Quand on sort du Golfe Saint-Laurent, on est capable de voir ce qui s'en vient. Là, je vous ai montré des cartes qui commençaient au détroit de Cabot, mais on a des mesures prises par nos collègues des autres régions de pêche océan à d'autres saisons. Donc, j'ai la difficulté à les combiner sur la même carte, mais où on voit les températures jusqu'au talus continental. Puis, on en voit des fois là, des profils que ça monte à 11 degrés Celsius. Ah oui, OK. Donc, le 100% Gulf Stream, des fois, il est là. Donc, on pourrait s'imaginer que le pire scénario, ce serait que ça devienne 100% Gulf Stream tout le temps, 0% l'eau du Labrador pas capable de faire le tour ou est rétro-diffusée vers l'Atlantique. Puis, à ce moment-là, ben, au fil des années, cette eau-là, à 10-11 degrés Celsius, remplirait toutes les... Ça prendrait 3 ans remplir les chenaux d'esquimalt puis d'anticosti, puis remplir toutes les petites crevasses. Puis là, ben, dans le pire des cas, on aurait de l'eau à 11. Là, OK. Là,
c'est pas quelque chose que je veux m'imaginer. Non, peut-être qu'on est mieux de rester... Mais ça serait... Donc, oui, on est sensible à tout ce qui se passe en termes de variation de ces courants-là, mais non seulement Gulfstream, mais courant du Labrador, puis sa capacité de tourner le coin. Même si le Gulfstream reprenait, donc il retournerait plus au sud un petit peu, ben en fait, ce que ça nous prend, c'est le courant du Labrador aussi qui réussit à tourner le coin là, pour refroidir les eaux. Donc, là, ce qu'on sait, c'est que si jamais il y a un répit pour le golfe Saint-Laurent dans les eaux profondes, on va le voir venir parce qu'on va voir des eaux froides apparaître au talus continental. Malheureusement, on ne l'a pas vu encore. Tout ce qu'on voit, c'est encore des eaux qui sont encore plus chaudes que ce que dans le golfe Saint-Laurent qui sont là, qui vont être entraînées vers le golfe Saint-Laurent. Donc, si on verrait le courant du Labrador tourner le coin, puis on verrait, OK, je vous annonce un répit dans 3 ans, les températures vont commencer à baisser, mais on ne le voit pas, ça. Présentement, il n'y a pas ça. Donc là, on en est à combien de pourcentage d'eau chaude du Gulf Stream dans le Saint-Laurent? Est-ce qu'il y a un pourcentage qui est mesurable, de se dire en quelle quantité il entre? Oui, c'est une bonne question en termes de pourcentage. Là, on l'exprime là, carrément différemment. avec les Celsius. Oui, je comprends. Mais oui, on est probablement autour de 80% ou quelque chose comme ça. Si j'avais à deviner, là, sans le faire le calcul. Mais fait ouais, peut-être, on a sûrement moins que ça. Sinon, pour se rendre à 11, ce serait 100%. Là. Donc, il y a encore du chemin à faire pour se rendre à 11, mais oui. On va se croiser les doigts. Oui, c'est ça. On va se croiser les doigts qu'on n'arrive pas jusque-là. Et toutes ces données prélevées, notamment dans le golfe du Saint-Laurent, qui est vraiment ton expertise, est-ce que c'est représentatif de tout le reste si on regarde de manière plus large? Parce que je sais que tu expliquais que le golfe Saint-Laurent, c'est quand même un lieu très spécifique et particulier en termes de couches, de température et tout ça. Est-ce qu'on peut quand même se dire qu'on peut transposer une partie de ces informations-là ou de ces variations-là pour le reste du fleuve Saint-Laurent en termes d'augmentation de température des eaux, de changement? Est-ce que c'est... c'est que le fleuve Saint-Laurent n'a pas ces 3 couches-là. Non, donc, ça commence vraiment à l'estuaire. Donc, si on remonte en amont, mettons, de Québec, où là, on est strictement en eau douce, là, on peut vraiment parler d'une seule couche. C'est les eaux de surface. On est en équilibre avec l'atmosphère. Donc, tous les changements qu'on voit dans les changements de température de l'air vont se répercuter presque instantanément, si on veut, là, dans la température de l'eau. Dans la température de l'eau. Donc, l'augmentation qu'on peut constater dans le golfe Saint-Laurent, on peut se dire que ça doit être à peu près similaire dans le reste du fleuve et avoir un impact considérable également. Oui, on monitore la température de l'eau, nous autres, jusqu'à Montréal. On a ce qu'on appelle un thermosonographe embarqué sur un navire commercial qui transite entre Montréal et Saint-Jean-Terre-Neuve une fois par semaine, le Oceanex Conega. On a un système comme ça depuis 1999, donc on commence à avoir 23 ans de données. Là. Quand même. On a un bon suivi sur la température de l'eau, même en eau douce, un peu jusqu'à Montréal. Excellent. Bien, écoute, merci Peter. Merci de ta présence aujourd'hui pour cette présentation vraiment intéressante. Il y a des remerciements aussi qui sortent dans les commentaires. Je reconnais des noms de certaines personnes. Dans les commentaires. Alors, je remercie mes ennemis d'être venus. Ben oui, merci d'avoir répondu aussi à nos questions. Donc, cette conférence a été enregistrée. Elle sera disponible sur notre chaîne YouTube sous peu. Vous recevrez également un courriel avec un sondage de satisfaction qui comprendra ce lien YouTube pour revoir ou partager cette conférence. Et notre prochain programme, dans le cadre de la Semaine de l'Océan et du Saint-Laurent, c'est demain, mardi 14 juin. On reçoit en conférence Marie-Hélène Rondeau,
sur les pêches autochtones et les initiatives de pêche durable. Merci encore une fois à Hydro-Québec, partenaire principal de notre programmation, et à la Ville de Montréal. Merci, Peter. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci à vous. Bye.